Donc, reprenons. Les matrices de rang R forment une seule orbite pour l'action de Steinitz à cause du théorème qui dit que deux matrices sont de même rang si et seulement si elles sont équivalentes. Du coup, ça nous permet de calculer le cardinal de l'ensemble des matrices de rang R à partir du groupe qui agit et du stabilisateur d'un élément de forme normale et qu'on vient de calculer. Donc maintenant, ce groupe-là, c'est le groupe produit, donc le cardinal c'est le produit, c'est Gm fois Gn, ce qu'on a appelé ça. Et ici, on va avoir, alors on va essayer, on avait trouvé G indice petit r, G indice m moins r, Q puissance r m moins r, ensuite G indice n moins r et Q puissance n moins r, r. Voilà. Donc, en théorie, on a trouvé le résultat. Vu comme ça a l'air d'être une fraction rationnelle en Q, hein, puisque ça c'était des polynômes, les G c'était des polynômes en Q. En fait, il y a des tas de simplifications, un petit peu comme dans la combinatoire classique, hein, quand vous prenez factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k, ça a l'air d'être un rationnel, mais en fait ça se simplifie et c'est un nombre entier. Là c'est pareil, c'est à la fin on va trouver un polynôme, hein, c'est assez intéressant. Mais maintenant, plus intéressant que ça, plus intéressant, c'est que OR, regardez, je vais faire une petite astuce, juste je vais mettre GM sur GR, GM-R, QR, facteur de M-R, et je vais faire apparaître ici GN sur, alors il n'y a pas GR, donc je divise quand même par GR pour la symétrie de la formule, hein, donc je crée une symétrie artificielle, ici j'ai G n-R, Q n-R facteur de R, voilà, et multiplié par GR pour compenser la symétrie artificielle que j'avais créée. Alors, si on doit regarder par rapport à ce qu'on a dit juste tout à l'heure, ça veut dire que OR, c'est le cardinal de la grassmannienne. Ça ici, on avait vu que c'était la grassmannienne RM. Ça, c'est la grassmannienne. Vu comment c'est présenté, je pourrais mettre R, N, mais je vais mettre N moins R, N, de K, hein, et fois GR. Voilà une formule assez jolie qu'on va essayer de faire parler. Voilà la formule donc du nombre de matrices de rang R dans Mn de K. Mais cette formule est trop jolie pour rester comme ça muette. Et c'est la partie probablement la plus intéressante de la combinatoire quantique, c'est-à-dire de voir une formule et d'essayer de la faire parler. C'est-à-dire que ça, c'est comme des indices, hein, dans une affaire policière, et essayer de reconstituer les faits à partir de traces et de petits indices comme des petits cailloux que le petit poussé aurait laissés, et essayer de faire parler et puis de reconstituer une situation plus réelle. Voilà, le héros est en train d'arriver. Alors, maintenant, on va se dire que c'est quoi ça? Ça, c'était des matrices. Mais des matrices, derrière la matrice se cache une application linéaire. Donc ici, c'est une application linéaire de rang R.
Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sous-espace. Alors, L est de rang R, c'est une application linéaire, excusez-moi. Donc de Kn, donc on part des colonnes et on arrive sur les lignes. Hein, donc c'est de Kn dans Km. D'accord? Là, on a un sous-espace de Km. Là, on a la Grassmannienne ici. Donc ici, un sous-espace de Km de dimension R. Ici, on a un sous-espace de Kn de dimension n-r. Voilà, hein, d'accord. Si on essaye de faire parler tous ces objets, voilà ce qu'ils disent. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, c'est un automorphisme, c'est un automorphisme de KR. D'accord? Voilà, ils ont tout dit. Maintenant, il faut réfléchir. Comment, à partir d'une application linéaire, une égalité, d'accord, c'est une bijection. On n'a pas fait parler l'égalité. L'égalité, ici, c'est une bijection. Alors, ça veut dire qu'il y a une bijection entre des applications linéaires de rang R, de Kn vers Km, avec un triplet constitué d'un sous-espace de dimension R, d'un sous-espace de Kn de dimension n-r et d'un automorphisme de Kr. Eh bien, oui. Allons-y. On a une application ici qu'on va appeler phi. Elle est de rang R. Qu'est-ce qu'on va lui associer? Ici, forcément, l'image de phi, qui est bien un sous-espace de Km, c'est-à-dire l'image, de dimension R. Là, vous avez compris la formule du rang. D'accord? La formule du rang nous dit que le noyau de phi, est de dimension n-r, c'est un sous-espace de Kn de l'espace image. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet automorphisme? En fait, si vous cherchez un automorphisme, vous n'allez pas forcément le trouver facilement. En revanche, ce qui est naturel, c'est que à phi, on associe un isomorphisme qu'on appelle l'isomorphisme canonique, ça vous l'avez vu assez souvent, qui va de l'espace d'arrivée, de départ quotienté par le noyau vers im de phi. Et ça, c'est bien de dimension R, et ça, de dimension R. Et c'est un isomorphisme. Donc, en fait, ce n'est pas un automorphisme qu'on avait là, mais c'était un isomorphisme d'un espace de dimension R dans un espace de dimension R. Ce qui revient finalement à compter des automorphismes, puisque ça revient à compter des bases. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a ici une bijection. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, effectivement, c'est une bijection? Déjà, c'est bien défini. Phi, on peut lui associer son image, son noyau et son isomorphisme canonique associé. Oui, ça c'est par passage au quotient. Hein, donc ça, finalement, c'est l'image, le noyau, le passage au quotient, d'accord, et l'isomorphisme canonique. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver phi à partir de la donnée quelconque de ces objets-là? Oui, parce que vous prenez ici, vous voulez retrouver, je l'appelle E, je ne sais pas pourquoi, en fait, vous partez de Kn, vous allez dans Km, et ici, vous avez le noyau, donc vous avez le quotient. Donc ça, c'est bien défini parce que vous avez le noyau. Donc cette application pi, elle est bien définie. Là, ici, vous avez l'image. Donc vous avez
cette application-là, donc celle-là qui est surjective, celle-là que j'indique comme ça qui est injective, et vous avez cet isomorphisme, ça vous l'avez, alors donc là pour l'instant je le mets en pointillé parce que je ne l'ai pas encore, hein. Donc ça vous l'avez, ici j'ai iota, et phi, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est iota, rond, phi bar, rond, pi, donc ça y est, j'ai phi, j'ai retrouvé phi à partir de ces trois données. Donc en fait, cette histoire-là raconte juste l'isomorphisme canonique. Alors, encore une dernière histoire autour de cette formule. On peut se poser la question, combien y a-t-il d'applications, donc le cardinal, de l'ensemble des applications injectives, linéaires hein, évidemment, de K, on avait dit N, vers Km. Après on fera pareil avec surjective. Donc en fait, une application linéaire va être injective. Déjà, pour que ce soit non vide, il faut que n soit inférieur à m. D'accord? Et ensuite, injective de n vers m, si et seulement si elle est de son noyau. Phi injective, si et seulement si son noyau est nul. Donc si et seulement si son rang, ben c'est n. D'accord? Donc on est en train de chercher le cardinal de ON. Et le cardinal de ON, donc ça va être la grassmannienne GRNM fois la grassmannienne GR0N fois GN. Et ça, bah, les sous-espaces de dimension 0, il n'y en a qu'un, c'est le vecteur nul. Hein. Donc ici, ça fait GRNM fois petit gn. Voilà le truc. Maintenant, si on fait pareil avec les applications surjectives, alors je vais encore supposer n inférieur à m, et donc je vais changer n en m ici. Alors il faudra faire attention pour changer la formule. Pour garder le n inférieur à m, comme ça n et m ont le même sens, et phi est surjective. Donc ici, hein, il faut bien sûr que n soit inférieur à m pour avoir quelque chose de non nul, et phi est surjective si et seulement si bah, le rang de phi est égal à m. Est égal à n. Voilà. Et donc, on recalcule au n. Et on a la grassmannienne GRNM fois, bah, toujours pareil, 1 fois GN. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la même formule. C'est-à-dire qu'il y a autant d'applications injectives d'un espace de dimension n vers un espace de dimension m que d'applications surjectives d'un espace de dimension m vers un espace de dimension n. Alors je vous laisse juste réfléchir, puisque c'est ça le vrai jeu, c'est que quand on voit comme ça des égalités, qu'est-ce qu'elles veulent dire derrière? Tout à l'heure, il y avait l'orthogonalité, bah là, c'est ce qu'on appelle, c'est encore la dualité, hein, c'est ce qu'on appelle la transposée. C'est-à-dire qu'on a une application, quand on va à des applications linéaires de E dans F, et on peut aller des applications linéaires de F étoile dans E étoile, qui à phi associe
ce qu'on appelle la transposée. D'accord? Donc, la transposée, hein, elle est de phi à une forme linéaire. Ça va associer donc à une forme linéaire U. On va associer U rond phi. Voilà. Donc ça c'est phi transposé. Et ça, il se trouve que cette transposée, c'est encore une involution comme l'orthogonalité, et ça va établir ici un isomorphisme, là ici. Et si ici on a quelque chose d'injectif, c'est que ça transforme le noyau en l'image, etc., etc. Et on sait que ça transforme l'injectivité en surjectivité. C'est-à-dire que toute application injective, on lui associe de façon bijective, par une bijection, une application surjective et inversement. Donc il y a autant d'injections que de surjections. Donc cette égalité vient juste de la dualité. D'ailleurs, si vous regardez ça, cette fois-ci dans la théorie des ensembles, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de dualité en tout cas pas cette dualité-là, dans la théorie des ensembles. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le nombre d'injectifs, d'accord, vous avez ce qu'on appelle des arrangements, hein, le nombre d'applications injectives d'un ensemble à, on va dire, n éléments vers un ensemble à m éléments, c'est les arrangements de n éléments dans m éléments. Donc ça, c'est une formule très très classique. Maintenant, le nombre de surjections, ça se fait avec la formule du crible. C'est une formule nettement moins classique, beaucoup plus impliquée, beaucoup plus difficile, et c'est pas égal, c'est pas la même chose. Alors que là, on a égalité dans le cadre ici des espaces vectoriels. Moralité, dans les espaces vectoriels, il y a une dualité. Ça vaut le coup d'aller dans les espaces vectoriels, même si on a des problèmes dans les ensembles, d'accord, d'aller se balader dans les espaces vectoriels, on récupère une dualité qu'on n'avait pas dans les ensembles.